Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, le deuxième épisode hors série. Et cette fois, on va s'attaquer à une saga mythique, légendaire du 25e anniversaire de Winning Eleven, a.k.a. PES, au départ ISS, International Superstar Soccer. Il nous a tous traumatisés, il a traumatisé une génération entière. Et pour parler de ce jeu autour de moi, Winning Eleven, à l'époque, on ne savait pas que ça voulait dire le 11 gagnant. Je veux vous dire que j'ai deux joueurs, c'est pas du tout des remplaçants. Je veux parler donc de mon gars KRS que je vais introduire en premier. Comment tu vas, KRS? Ça va très bien, salut à tous. Ça va, t'es chaud, t'as mis tes crampons, C'est ça, on chausse les crampons et on rentre sur la pelouse. t'as mis les protèges tibias, surtout très important. Tout va très bien. Aujourd'hui, on a un invité prestigieux, le premier champion de France de PES et donc d'Europe. Donc, on est vraiment super content de l'accueillir parmi nous aujourd'hui. Noam, comment tu vas? Ça va, ça va. Merci, vraiment, c'est un grand plaisir. C'est vraiment un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour faire une petite rétrospective donc, de l'histoire de ce jeu légendaire qui est la saga ISS et PES. Tu te sens bien? Ça va? Tranquille? Ouais, nickel. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir ici. On va pouvoir bien parler de tout ce qu'on a vécu. Je pense que là, il va y avoir des émotions qui sont enfouies, qui vont remonter à la surface parce que voilà, hein, c'est vraiment un jeu qui nous a nourris. C'est un jeu qui a fait vendre des millions de consoles. Bref, on va en reparler. Donc, l'éditeur bien connu aussi, c'est donc Konami, qui dispose au départ de deux studios. Donc, on a le studio à Tokyo, K7, et le studio à Osaka, KCO. Donc, il faut savoir qu'à la base, Konami s'est fondé en 1969 à Osaka par Kagemasa Kozuki. Donc, son tout premier rôle, en fait, c'était la location de Jackbox. Et c'est à partir de 1973 que la société, elle s'oriente vraiment vers le jeu vidéo. Elle va se lancer dans la fabrication de bornes d'arcade, mais au départ sans éditer de jeu. En 1985, il y a le premier portage sur la console NES. Est-ce que vous savez quel est le premier jeu en fait qui a été édité par Konami sur ces consoles-là? Aucune idée. Aucune idée. Le type, le genre? Non. C'est un jeu d'arts martiaux. Wow. Un jeu d'arts martiaux qui s'appelait E-Art Kung Fu. Donc, ils vont produire ensuite plein de jeux de plateforme, donc des beat'em all, parce que c'était l'époque de Final Fight, Street of Rage. Ouais. Double Dragon. On sait très bien que tu es aussi opérationnel là-dessus. On en a parlé aussi sur le premier hors-série. Donc, Cream Fighter qui sort, le nom, il est tellement 80s. Tu as vu Cream Fighter sortir en 1989. Donc, ils ont fait aussi des shoot'em up, dont la franchise super connue Gradius. Et forcément, quand je parle de franchise de renommée, je pense aussi à Metal Gear Solid et Castlevania aussi. Donc, voilà, tout ça, c'est de l'écurie donc, de Konami. Konami, ils vont donc sortir leur premier jeu de foot, comme on dit le soccer. Et le premier s'appelle Konami Hyper Soccer, sur la NES aussi. Donc, premier portage au départ en 85, et il continue toujours dans la même lignée sur la même console. Donc, on est en 1992. Hein. Wow. On est d'accord que le terrain, Il fait 2 cm. C'est Olivier Tom en fait. C'est ça. a des effets spéciaux. On se rend compte que, hormis les maillots, on ne peut pas encore reconnaître réellement les joueurs. Ouais. C'est vrai. On voit bien que c'est les premiers balbutiements. Je pense qu'au départ, quand tu as 12 ans et que tu joues à ça au départ, ne serait-ce que de pouvoir faire des tacles comme ça et des têtes dans le vide, qui ressemblent plus à des agressions physiques. Petit zoom aussi sur la balle, hein, l'ancêtre du mode 7. Bon voilà, donc Hyper Soccer. 2 ans plus tard, 1994, année de Coupe du Monde. Qui dit année de Coupe du Monde, forcément les éditeurs ils vont surfer un peu sur cet événement planétaire. Et donc les jeux de foot à la mode, c'est FIFA, Super Sidekick. Noam, ça te parle Super Sidekick sur Neo Geo? Je peux te dire que nous, on en a mangé des Super Sidekick sur borne d'arcade. Ah ouais. Ça oui. C'était une surdinguerie. C'était sur Neo Geo et sur arcade. Un autre jeu aussi qui s'appelait Soccer Shutout, donc édité par Capcom. Capcom en effet. Voilà, très très bon jeu aussi. Donc vrai kiff. Et on arrive donc en 1995. Et là débarque sur la Super Nintendo, la Super Famicom au départ, International Superstar Soccer, puis International Superstar Soccer Deluxe. Donc là, édité par le studio KCO, donc celui d'Osaka. On arrive avec des très 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 grosses innovations. Donc les commentaires sur la version Deluxe, ça n'existait pas avant. Les joueurs qui sont reconnaissables avec des attributs physiques. Les numéros à l'arrière des maillots, ça on oublie, mais il n'y avait pas avant. L'ambiance des stades. Tu jouais en Amérique du Sud, tu avais l'impression que tu étais dans le Monumental avec les chants des supporters, les bruitages, c'était hyper immersif. Un mode scénario, vous vous en souvenez? Totalement. France-Italie, 2-1, 65e minute. Comment tu vas t'en sortir? Hyper innovant déjà pour l'époque. Présence de l'arbitre, séance de tir au but.
et les fameuses célébrations aussi. Premier style de gameplay qui va faire ensuite la patte donc de ISS, c'est cette facilité de jeu, cette dextérité. Ce kiff, en fait, tout de suite, on est pris dans le jeu, c'est hyper fun. On peut faire la roulette, on peut faire des jongles. Moi, la première fois que j'ai vu qu'on pouvait faire des jongles, j'ai pété un câble. C'était incroyable. La passe en profondeur en triangle. C'est dans Deluxe, je crois, celui-là. Exactement, dans Deluxe, ouais. Là, on a un connaisseur ici. On l'a aimé. Très, très important le détail. Voilà. Donc, j'ai parlé un petit peu d'ambiance dans les stades, ce qui était vraiment quelque chose d'énormissime. Je me souviens, en haut à gauche, quand tu arrivais dans les arrêts de jeu, c'était marqué Injury Time. Nous, on avait un pote qui s'appelait, Camerounais, ça s'appelait Patrick Njoya, donc on disait Njoya Time. C'était les délires, on disait attention, Njoya Time. Et bon, bref, des souvenirs un peu singuliers. Toi, tu as connu un petit peu, Noam, ce ISS et ensuite ISS Deluxe? Pas énormément. D'accord. J'y ai joué. D'après mes souvenirs, j'ai l'impression qu'il était un peu arcade. Ouais, exactement. Ouais. Et avec ce côté fun, arcade, tout à fait. Ouais. Parce que c'était un peu dans la veine des Super Sidekicks de Neo Geo, qui était complètement orienté vers de l'arcade, vers du fun. Donc beaucoup moins encore l'aspect simulation qu'on connaîtra par la suite. Moi, ce que j'aimais beaucoup, en tout cas, c'était la taille aussi des sprites et l'impact de la balle. C'était impressionnant quand tu frappais, même quand tu faisais des passes, t'entendais les bruitages, les effets spéciaux, les digits vocaux. Je trouvais qu'ils étaient hyper crédibles et ça donnait vraiment de la densité. Et c'est là où tu pouvais commencer un petit peu à créer et tout ça. Donc, toi, je sais que KRS, tu l'as bien pratiqué, t'as vu ISS Deluxe. C'est un jeu qui m'a vraiment permis de rentrer dans l'univers des jeux de foot, alors que bon, j'avais déjà commencé avec Super Soccer sur Super Nintendo. Il y a beaucoup de détails qu'ils ont rajoutés dans ISS, donc International Superstar Soccer, comme par exemple les corners rentrants, des tirs brossés, tout ça. C'était des choses qu'il y avait déjà dans Super Soccer, C'était énorme ça. Mais la façon dont c'était fait, c'était plus réaliste. Ce qu'on a aimé, je crois, dans International Superstar Soccer, c'est qu'il était vraiment réaliste. Taille des sprites, les courses, parce que le fait de mettre des courses, ça permettait aussi de différencier les joueurs, parce qu'auparavant, dans les jeux comme Super Soccer, tout le monde courait à la même vitesse. On ne pouvait pas différencier. Là, maintenant qu'ils rajoutent des courses, ça fait qu'on y en a qui courent plus vite que d'autres, il y en a qui sont plus physiques que d'autres. On les reconnaît, comme tu l'as dit tout à l'heure, à leur attribut physique, à leur modélisation, ouais. C'est ça. Et il y avait aussi l'ancêtre aussi, entre guillemets, des flèches, parce que c'était des petits bonhommes, des petits smileys, qui étaient rouges. Exactement. Donc ça, c'était aussi la forme des joueurs. Si. J'ai pas parlé de ça, mais la météo, c'est énorme. Ouais. Les météos changeantes, là, par exemple, il pleut, ça te donne vraiment un aspect différent du jeu, où tu sais que tu vas devoir faire avec les différentes conditions climatiques. Donc ça, c'était aussi un aspect hyper innovant pour l'époque. Ils ont travaillé comme des oufs. Donc 4-1 pour l'Italie. Par contre, ils n'ont pas trop respecté le Nigeria. Ouais, pas du tout. Parce qu'à l'époque, le Nigeria, ils étaient très, très, très forts. C'était une grande époque du Nigeria. Hein. Et on se souvient après les Jeux Olympiques, quand ils ont 1996, ça, ils ont battu l'Argentine. L'Argentine. J'en ai encore des séquelles psychologiques. Voilà, donc ISS Deluxe, c'est un jeu qui a marqué réellement son empreinte, son identité. C'était pour moi, en tout cas, très clairement le meilleur jeu. Pourtant, il y en avait. Il y avait Eric Cantona Challenge. Et le premier Super Soccer, on en parlait. Soccer Shutout aussi, très très bon. Non, il y avait de quoi faire sur la Super Nintendo. Elle nous a gratifié de pas mal de jeux de soccer très très intéressants. Et là, on arrive donc à 1996 et le premier Winning Eleven, donc le premier PES, sorti le 21 juillet 1995. Donc en gros, c'est hier, ça faisait 25 ans pile. Donc c'est énormissime. Incroyable. Et le jeu, c'est G-League JQ Winning Eleven. Et donc la particularité de ce jeu, c'était qu'on jouait avec les clubs, donc les clubs au Japon. En Europe, ça s'appelait Goalstorm. Ça te dit quelque chose, Noam? Ah non, ça me dit rien du tout, par contre. Goalstorm sur PS1. Oui. Et là, studio cassette Tokyo. On est sur un jeu en 3D. Hein. Donc là aussi, encore une fois, innovation. Ah ouais. Ah là, on sent la différence tout de suite. Mais là, on est encore aussi sur un aspect très arcade quand même. Ouais, carrément. Même les bruitages d'ailleurs. On voit que le jeu est très rapide, les phases de jeu c'est très très dynamique. Et là, on voit un parachutiste. Ah non, c'était le gardien. J'ai cru qu'il avait. On voit que les mecs sont assez carrés. C'est les premiers balbutiements de la 3D. Vraiment, on dirait vraiment Olivier Tom là. Le mec fait tout le terrain normal. Ce qui tout de suite saute un peu aux yeux, c'est vraiment la rapidité des actions. Les séquences de jeu sont très très rapides. Je dirais que le terrain fait 2 cm. Le fait de commencer à créer le jeu, c'était pas encore complètement l'idée. Là, c'était vraiment, en gros, récupère la balle, court et frappe, quoi. Donc, il n'y avait pas encore on construit pas toute la trop. construction qu'on va
qui va vraiment être propre à la saga comme on la connaît. Choix de la météo, 36 équipes, c'était énorme hein, pour l'époque, 36 équipes internationales. Bien sûr, bon, on l'a pas évoqué pour le moment, mais toujours pas les licences, Ouais. les noms des joueurs. Ouais, Berranco, Colioto. Mais voilà, il n'y avait pas encore le droit, en tout cas, d'utiliser les vrais noms des joueurs. Donc voilà, tu découvres Noam Goldstorm, quoi, l'ancêtre, le premier Winning Eleven. J'avais jamais joué à celui-là. Ouais. Je pense que j'ai joué à la version d'après, moi. D'accord, ok. Je le connaissais pas, celui-là. Faut savoir aussi qu'à l'époque, les versions japonaises, les Winning Eleven, elles étaient beaucoup plus simulation que les versions françaises. Ouais, les versions européennes qui arrivaient ensuite, ouais, je vois Ouais. ce que tu veux dire. Parce qu'eux, ils avaient déjà, en fait, cet attrait, on va dire, pour la construction, pour un côté un peu plus réel, quoi, un peu plus travaillé, alors que nous, on était vraiment encore une fois, dans le style arcade, quoi. En arcade. Ouais. Vraiment plaisir, fun, sensation rapide, un peu après, dans ce qui va sortir, comme Virtual Striker, par exemple, de Sega. Mm. Là, ça te Ah, parle. celui-là, il est extraordinaire. il était sur une borne d'arcade, celui-là. C'est ça, exactement. Il y a eu des suites et tout. Là, Je passais des heures Ah ouais? dans les salles de jeu, à celui-là. Ouais, Virtual Striker, c'était vraiment du fun. Moi, je me rappelle dans Virtual Striker, je mettais des pièces aussi. J'avais fait un partout. Et quand tu faisais match nul, en fait, tu perds. C'est Y a ça. Pas de. Ouais. Enfin, il faut gagner, t'as vu? C'est ça, il faut juste gagner. J'ai dit, bah, partout, il y a les pénaux. Non, il n'y a pas les pénaux. Rajoute un crédit, sinon c'est mort. En fait, c'est l'ordi qui gagne, t'as vu? Match nul, c'est pour lui. Ça m'avait surpris à l'époque parce que j'étais grave déçu. J'avais réussi à égaliser, j'étais content, mais j'ai quand même perdu, tu vois. Je vais purée. C'est dur pour toi. Pas grave. Dans les petits souvenirs. On arrive à un autre jeu qui a eu un énorme succès. Donc, une autre version d'International Superstar Soccer qui a eu un énorme succès en 1997 sur la Nintendo 64. Donc, je ne sais pas si vous avez joué à cette version International Superstar Soccer 64. Si. Donc, très, très, très gros succès. Tout à fait. Version 3D, donc toujours avec des conditions climatiques différentes. Et le choix du mode de tir au but. Ça te parle, Noam International Superstar Soccer 64? Oui, je pense, ouais. Je pense que j'ai. Très, très gros succès. Hein. Vraiment, c'était une claque. Carrément. C'était vraiment une dinguerie à l'époque pour les joueurs. C'est aussi un jeu qui a permis de vendre énormément de Nintendo 64. Moi, j'étais pas trop sur. Je l'avais pas en fait, moi, la Nintendo 64. J'avais plus j'étais en mode Sony PS1 classique. Mais je sais que voilà, c'est fait partie avec ce jeu. Et il y avait aussi James Bond. Là, Golden Eyes. Golden Eyes. GoldenEye, ouais. Voilà, Golden. On a passé des heures sur ce jeu. J'aime bien le petit regard, le petit œil brillant de Noam. À chaque fois quand je sors un petit jeu Virtual Striker, tac, je vois tout de suite, ça revient, les émotions, ça se connecte directement. Donc voilà, GoldenEye, un jeu aussi qui a marqué parce que c'était un jeu en coopération en fait. Tu peux jouer avec tes potes et tout, et c'était énorme. Et contre nos potes, on peut faire des. Ouais, pardon, ouais, c'est ça, contre, ouais. En écran splitté, en fait. C'est ça qui a fait la différence. Et puis, en fait, c'est la manette de la Nintendo 64 qui a permis, en fait, d'utiliser la manette comme un flingue, quoi, puisque il y avait des gâchettes derrière. C'est pour ça que c'était intéressant, justement, de C'était jouer. un peu aussi l'ancêtre du jeu en réseau. Voilà, exactement. C'est ça. Il fallait Ouais. avoir ses potes sous le coude parce que sinon c'était mort. Hein. Il n'y avait pas de mode en ligne, il n'y avait rien. Mais voilà, au moins tu voyais la réaction de tes potes quand tu t'occupais d'eux, c'était énorme. Et là, c'est International Super Star Soccer Pro. Donc celui-ci sur PS1. Et donc là, voilà, on va dire le premier ISS que j'ai vraiment supra kiffé. L'entrée des joueurs, un jeu très rapide, très très fun. Là, on commence à avoir vraiment la construction de jeu. On peut voir que là, pareil aussi, hein, ils sont tous balèzes. Équipe du raid, t'as l'impression ils ont des gilets pare-balles. C'était vraiment fou à l'époque. Mais il y a une différence de taille entre les joueurs, par contre. Il y a une différence. Et là, on commence à apercevoir justement ce qu'on disait, les attributs physiques. Par exemple, là, il me semble que c'est Ravanelli, Ouais. avec les cheveux gris. Il va accélérer. Et moi, c'est vraiment le premier jeu, entre guillemets, le premier ISS Pro, auquel j'ai vraiment pris du plaisir dans les frappes, dans les passes, dans les transmissions. C'est pareil aussi, là, on se rend compte de toute l'ambiance qu'il y avait, l'ambiance des stades avec les chants. Les commentateurs qu'on pouvait avoir aussi en français, avec le fameux bug Nigeria, je ne sais pas si vous vous souvenez, où le mec prononçait Nigeria d'une certaine manière. Nigeria. Nigeria. Ça, c'était un vrai délire. Et moi, ce jeu-là, j'ai joué en fait dans mon quartier à Nanterre. Et en fait, on avait réquisitionné un local
à moto. Et en fait, on faisait nos premiers tournois dedans. Donc, ça sentait l'essence. Il y avait l'odeur de l'essence, mais il y avait aussi l'odeur du sang. Ça réveillait l'essence. Ah, ça réveillait l'essence. C'était de l'évanescence. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on éteignait la lumière. Et il y avait une pression parce qu'il y avait une vraie animosité entre nous, mais une haine mais viscérale. Et elle se traduisait par qui va gagner, qui va perdre. Et je me souviens très bien, encore une fois, on était dans l'ambiance, lumière éteinte, tu étais avec ta manette, tu tremblais, tu avais une pression. Et en fait, à chaque fois que tu te faisais casser les reins, tu entendais une voix comme ça, un écho. Et je te garantis, tu avais l'impression que c'était ta vie qui était en jeu, quoi. Donc moi, c'est vraiment mes premières émotions. Mes premières sensations, mes montées d'adrénaline, c'était avec. C'est vraiment le premier jeu où moi, ça y est, pour moi, c'était lancé en fait. La légende de ISS, elle était lancée. La compétition. La compétition, t'as vu, c'est cette sensation. Toi, KRS aussi, tu l'as goûté celui-là? Ah oui, d'ailleurs, entre parenthèses, je jouais aussi de temps en temps avec vous dans ce fameux local à scooter. De manière générale, parce que j'ai remarqué que ce qui a fait rentrer les gens dans les jeux vidéo comme ça, c'est le fait de regarder des compétitions à la télé, d'aller voir, je sais pas moi, une Coupe du Monde, un truc comme ça. Et puis après, on s'identifie derrière en jouant aux jeux vidéo et on veut autant gagner que la réelle équipe. Oui, bien sûr. Tous les événements sportifs comme ça, après, ça booste tout ce qui va être vidéoludique. Parce que, comme tu dis, tu as envie après de te reconnaître. Tu as envie de reproduire un peu ce que tu as vu avec les joueurs, avec leurs techniques et tout. Il y a forcément une envie supplémentaire. Et oui, forcément, ouais, ça a boosté. Même des gens qui ne s'intéressaient pas forcément au football, qui ne s'intéressaient pas forcément au jeu. Mais l'engouement qu'un événement sportif peut procurer, là, pas mal, la petite création, là. Pas mal. Ça, c'est la base, celle-là. On passe en retrait. Ils ont mis un but comme toi, Jamel. Ah, tu sais très bien, c'était ma spécialité. Donc maintenant, on va passer à la suite de ce jeu. Donc ISS Pro. Et là, c'est ISS Pro 1998, sorti un mois après la Coupe du Monde. Donc, on se rappelle tous de la pochette légendaire, cheveux blancs de Ravanelli. Là, c'était ISS Pro en amélioré. C'était la version 2.0. C'est vraiment un jeu que moi, j'ai supra kiffé en termes de jouabilité, en termes de créativité, en termes de fun, en termes de modélisation des personnages. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'avait... avec le recul, je me pose la question, je me dis en vérité, c'était une dinguerie. C'est que tu avais Ravanelli sur la pochette, mais le mec s'appelait Rabanelli dans le jeu. C'est quand même lourd en fait. J'avoue lourd. Il n'y avait pas Kopke par hasard, non? Il y avait Kopke, exactement. Mais tu te rends compte? Parce que les prochains PES, quand tu vas tirer Henri Drogba, c'est un vrai nom. C'est ça. Donc là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Le mec a le droit de figurer dans la... Tu vois, il représente le jeu, mais dans le jeu, c'est pas lui. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas la licence. Ils n'ont pas la licence. Donc à ce moment-là, modifier même la tête du mec en fait. T'as vu, tu fais juste un mec avec des cheveux gris, tête chelou, t'es modifié. Mais en fait, à l'époque, on se posait même pas la question. C'est énorme comme concept, tu vois. Mais même une sorte pour moi d'aberration, c'est que ils cherchaient même pas en fait à fidéliser un public en mettant justement des Français sur la jaquette, parce que on sait que par la suite ils ont mis des jaquettes différentes en fonction des pays. À l'époque, ils nous mettaient des étrangers, nous ça nous dérangeait pas du tout. Je crois en fait que quand le jeu est sorti, parce qu'il est sorti en août, le jeu et tout le packaging, le merchandising, tout ça, les pochettes, elles avaient déjà été faites avant. Et eux, ils savaient pas que la France elle allait gagner la Coupe du Monde. Ah, tu m'étonnes. Je pense que sinon, ils auraient mis forcément des joueurs emblématiques de l'équipe de France. Pas Dugarry, je pense. Zidane. Hein. Voilà. Donc, mais voilà. Toi, ISS 98, quelques souvenirs, Noam? Waouh, trop de bons souvenirs à ce jeu-là. Ah, il était magnifique ce jeu. Il y avait vraiment une vraie progression par rapport au... Je me demande si c'est pas le premier jeu où il y avait les barres de tir. Je crois bien, ouais. Ah oui, bien vu. Roberto Carlos. Oh là là. Roberto Larcos, frère. Larcos, c'est vrai. Excuse-moi. On a passé des heures et des heures avec des potes à jouer à ce jeu-là, c'est incroyable. Incroyable les sensations que j'ai eues sur ce jeu. Comme tu dis, des heures, même des nuits entières. Ce qui a fait en sorte que le jeu était vraiment hyper fun, c'était le fait que les persos soient modélisés. T'avais Roberto Larcos, il avait la propre animation quand il faisait son coup franc. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'avais Beckham aussi. Il court de loin. T'avais des joueurs cachés comme Babangida. T'as Ronaldo. C'était même pas un personnage. C'était le Adriano de 2006, on en reparlera. Ronaldo, R9. Tu l'avais, tu faisais tout, tu pouvais faire quasiment tout le terrain. C'était incroyable. Je pense que c'est le jeu où vraiment on a senti vraiment... On passait un cap. Voilà, on sentait ce côté où le football réel, ça veut dire qu'il fallait construire, qu'on pouvait défendre à la fois, construire. Et ça a créé justement cette rivalité entre nous parce qu'on essayait justement d'être le plus fort possible à ça, d'être bon défensivement,
de savoir construire et tout ça. Alors que dans les autres jeux, c'était tellement arcade que. Tu pouvais pas vraiment t'exprimer. Voilà, c'est ça. Alors que là, tu pouvais exprimer ta créativité, ta construction, tu pouvais développer ton propre style en fait. Voilà, donner une personnalité à son jeu. C'est ça qui se passe. Tu avais une façon de jouer différente en fonction, pas forcément avec l'équipe que tu prenais, mais toi, tu pouvais développer cette team. Et je me souviens, moi, quand tu appuyais sur rond, tu faisais une longue passe, tu avais le contrôle de Zizou en fait. Je sais pas si vous vous souvenez ça, avec le pied en porte-manteau comme ça. Je me rappelle pas du tout. Ah, ça, c'était incroyable aussi. Quand tu arrivais à maîtriser ce truc-là, quand le joueur, il fallait pas qu'il soit marqué, tu vois. Il arrivait à faire le contrôle. Et moi, je regardais, je me disais, mais c'est incroyable. Regarde, Ronaldo, c'était défense, attaque, milieu, c'était un tueur. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de dribble. Il y avait quasiment pas de dribble et on prenait du plaisir, t'imagines? Exactement. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a des firmes comme FIFA, on va le dire, hein, il y a beaucoup plus de dribbles que de passes dans le match, on a l'impression. Exact. C'est vrai. Là, il y avait quasiment pas de dribble, on prenait énormément de plaisir en fait. Pour moi, c'est vraiment le game changer. ISS 98, c'est vraiment le jeu où tu dis, voilà, ça y est, c'est bon, ils ont passé un cap. Bah là, on n'a pas encore les clubs, hein. On est d'accord, on n'a pas encore les clubs. Ouais. Après, quand tu tapes dans la balle, tu as l'impression que c'était une balle de baudruche, tu vois. Mais tu avais cette sensation, tu avais cet impact. Quand tu marquais le but, tu avais cette sensation de, voilà, quoi, tu vois, tu étais fier de toi. Tu ravives d'énormes souvenirs. Et Ibrahimba aussi, hein. Il était super rapide sur le côté. Il n'était pas en Coupe du Monde. Et c'est ça qui est fou. Parce que le jeu était sorti avant. Voilà, exactement. Et eux, ils étaient sûrs, entre guillemets, que Ibrahimba, il allait être dans la team. Il était trop chaud. Et au final, non. Et je pense qu'il doit y avoir d'autres joueurs comme ça, peut-être. Je suis sûr qu'en Argentine, il y avait Redondo. En 98. Ah, c'est possible. Peut-être, ouais. Redonda, un truc comme ça, non? Alors qu'il n'a pas été sélectionné parce qu'il avait gardé les cheveux longs et s'était embrouillé avec Passarella. Il aurait dû faire la Coupe du Monde 98, c'était ça l'histoire. Parce que Passarella, il avait dit, je veux plus de cheveux longs dans mon équipe. Le seul qui avait les cheveux longs, c'était Batistuta, parce que le peuple, il a fait une manifestation. Même Batistuta, il a failli sauter de l'équipe. Ils ont fait quoi l'Argentine cette année-là? Je t'ai parlé du pied en porte-manteau, t'as vu, Denis Lamalis, il a fait son contrôle et... C'est contre les Pays-Bas, ouais. Un gros match, faut dire ce qui est, sincèrement. C'était vraiment que le meilleur gagne. Ils ont perdu en quart de finale 2-1. Et cette année de Coupe du Monde, tu avais des équipes, tu avais la Croatie, ils étaient hyper forts, tu avais même la Yougoslavie avec Mijatovic, l'Italie. Non, mais on se rend même pas compte. Les frères Laudrup au Danemark, le Nigeria, c'était des monstres. Ils avaient battu l'Espagne de Raoul et tout, dans les poules. Donc, ISS 98. Et maintenant, on va passer donc un an plus tard. Studio donc de Tokyo, KCET, K7. Et là, on arrive sur International Superstar Soccer Pro Evolution. Le mot Pro Evolution, il arrive. C'est ça. Et donc là, graphiquement, on passe encore un cap. Là, on arrive avec 10 stades. Cette fois, le grand changement. Vous savez ce que c'est? Club. Les clubs. Ajout de 16 clubs. L'effectif, il passe à 22 joueurs. Donc en fait, ça s'appelle Winning 11, mais en vérité, c'est Winning 22. 22, hein. L'importance du dosage dans le jeu. Moi, je me souviens, on parlait de l'Argentine, les frappes de Batistuta du milieu de terrain. C'était une surdinguerie. C'est l'arrivée de la fin de frappe sur ISS Pro Evolution. Incroyable. Et là, après, on a ensuite ISS Pro Evolution 2. Et là, pareil, les animations, incroyables. Le jeu fin, détaillé. Les personnages, tu vois que c'est... On est sur la même console, mais ils n'ont plus rien à voir, tu vois. Avant, ils avaient des gilets pare-balles. C'est vrai. Ils sont affinés, t'as l'impression que c'est pas... Bah, tu vois, même, c'est assez parlant, parce que même au terme de moteur graphique, l'amélioration, elle est incroyable. C'est que même, on aurait pu croire que c'était la PS2, alors que c'était encore la PlayStation, mais elle utilisait énormément ses ressources, quoi. C'était ça qui était fou. Et t'as l'apparition, donc, de la League Master. Ça, c'est l'innovation du siècle. Pour un jeu solo, ouais. Rien à dire. Voilà. Donc là, on arrive sur l'apparition de la League Master avec Castolo, Miranda, Espimas, Simeles. Et en fait, pour expliquer un peu aux éditeurs, ça, c'était un groupe d'effectifs qu'on avait au tout départ. Et on devait un petit peu faire avec les qualités de chacun et les défauts aussi. Et une fois que tu arrivais un petit peu à t'approprier chacun le style, parce que tu avais des petits joueurs comme ça qui avaient un petit niveau dans certains attributs physiques, tu pouvais t'en servir, que ce soit au milieu, il y en a, ils avaient plus de caractéristiques sur la défense et tout. Et une fois que tu arrivais à te faire ta petite team, eh ben, tu pouvais acheter des joueurs. Tu achetais un joueur un peu plus coté et tout. Et en gros, cette Ligue des Masters, je pense qu'elle a vraiment permis, comme tu disais, à pouvoir jouer seul, prendre du plaisir à jouer seul et à augmenter énormément la durée de vie du jeu. Ouais. Parce qu'à l'époque, voilà, à un moment donné, quand tu joues tout seul face à l'IA, ça t'ennuie. Si tu n'as pas 2-3 potes et tout. Alors que là, les Ligue des Masters, vraiment, ça te permettait de te faire ton propre truc et d'augmenter ton effectif et tout. Et c'était hyper prenant.
Et le jeu, forcément, il pouvait te rester facilement 1 an, quoi. Tu pouvais faire avant la prochaine sortie. Toi, les Ligues des Masters aussi sur cette version-là. Bien sûr, je me rappelle. Ouais. Castolo, Jiménez, ça te parle? Miranda. En fait, ça permettait d'avoir une sorte de 2 en 1 football manager plus jeu de compétition, quoi. Et ça te permettait de monter les échelons et de peaufiner après ton effectif. Et c'est ça qui était super fort. Parce qu'une fois que tu avais un joueur un peu précoté avec le maillot de ton équipe qui jouait avec Castolo et tout, c'était vu la Rosta, tu étais content, tu disais waouh, l'arrivée et tout. Petit à petit, tu t'arrivais à étoffer un peu comme ça ton effectif. Et moi, je trouve que c'était super fort. Et sincèrement, moi, je peux même pas vous parler de FIFA à ce moment-là parce que je sais même pas ce qu'ils font. Je me rappelle que j'y jouais sur PC en l'occurrence, et c'était un jeu qui était mal vu. Enfin, il était très beau, tout ça, il y avait les licences, etc. Mais c'était un jeu qui était décrié pour son automatisation. En fait, vous appuyez 4 fois sur croix et ça fait 4 passes normales, tout ça. En fait, ça manquait de script. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on a aimé les PES, tout ça, c'est en fait qu'ils ont peaufiné peu à peu les scripts défensifs, offensifs, qui fait que on se servait de ça pour faire de la construction. Et dans FIFA, on avait beaucoup moins ça. C'était beaucoup plus automatisé. Et on prenait moins de plaisir. On mettait des retours acrobatiques de loin. Ouais, tu mettais des 6-0, des trucs comme ça, Parce non? qu'en fait, c'était un jeu plus arcade, en fait. On a parlé de la fin de frappe, mais il y a aussi un élément qui est arrivé aussi pareil dans Superstar Soccer, donc International Superstar Soccer Pro Evolution, c'est les 1-2. Ah oui, c'est vrai. Ah, je faisais que ça, moi. Et En tournoi, j'avais le Brésil, je faisais que des 1-2. la puissance du 1-2, tu vois. Donc là, on est en 2000-2001, au moment de ISS Pro Evolution 2. Et moi, c'est là où je participe à mon premier tournoi à Vincennes, une asso qui s'appelait Au-delà du virtuel, les frères Godard. Et je vais avec mon petit frère Samir. Donc, mon frère, il était super fort à ISS Pro Evolution. J'ai dit, vas-y, viens, et tout, il y a un tournoi tout sur Pro Evolution 2. Il m'a dit, vas-y, ok, on y va. Et je me rappelle, hyper bienveillant, les gars là-bas qui nous ont reçus, les frères Godard, super cool. Et pour la petite anecdote, on tombe sur mon petit frère, il tombe sur un joueur. Il regarde, je vois, il a du mal et tout. Et un partout, bam. Et mon frère, il perd 2-1. Et en fait, ça l'a tout de suite. Ça lui a mis un coup de massue, un coup au moral de ouf. Lui, il était super fort, hein, mon frère. Et il s'est dit, ouais, je joue comme ça dans un tournoi. Je perds. En plus, ça se peut, c'est le mec, un des mecs les plus nuls. Vas-y, j'ai même plus envie de continuer. Et en fait, il avait plus le cœur à l'ouvrage. Ça fait qu'après, les autres matchs qu'il a fait, voilà, il jouait vite fait, mais il s'est dit, vas-y, c'est mort. Et il s'avère que le gars avec qui il a joué et le gars donc il a battu, c'était in extremis, il a battu mon frère dans les poules. En fait, c'est le mec qui a gagné tout simplement le tournoi. Frère, il avait vraiment pas de chance. Il est tombé sur le meilleur joueur. C'est clair. Et c'était qui? C'était Guy, un mec qui s'appelait Guy en fait. Voilà, Abovolo ou un nom comme ça. Ah oui, Bovolo, on connaît. Ouais. Très grosse tête dans le classement national. Et le mec, quand il jouait, il disait, il avait un petit espèce de tic et tout. Il avait un gimmick, il disait, ah, je suis croque, je suis vert. Genre, je suis vert, je suis deg. Tu vois, il disait, ah, je suis vert, je suis croque. Ouais. Et mon frère me dit, j'ai perdu contre je suis croque. Et Yes. tu connais, nous. Je fais, ah ouais, je suis vert, il t'a battu, je suis croque. Il me dit, ah, il m'a battu et tout. Je dis, ah, vas-y. Il me dit, laisse tomber, ça sert à rien et tout. Après, on voit, je suis croque. Il dit, ah, je crois qu'il a gagné le tournoi et tout. Il était en finale. On a fait, bah, tu vois, il était super fort. Donc, t'es tombé contre le meilleur. Il m'a dit, ouais, mais moi, je savais pas, comme par hasard, je tombe sur lui. Moi, je pensais que c'était un des plus nuls. Je me suis dit, les autres, ça doit être un truc de ouf. Et donc, ça l'avait démotivé. Et ça, c'était le premier vraiment tournoi qu'on ait fait. Et en 2002, un autre tournoi. Donc, je me souviens très, très bien. Tu avais 2 salles. Tu avais la salle Pro Evolution Soccer 1 sur PlayStation 2. Là, on arrive sur la PS2. Là, on est en 2002. Pro Evolution Soccer 1 dans une salle et ISS Pro Evolution 2 dans une autre salle. C'était un double tournoi, en fait. Moi, le PES, je le connaissais pas encore. Je venais d'acheter la PS2. Mais voilà, moi, franchement, avec mes potes et tout, j'avais encore la tête à ISS Pro Evolution 2. On était encore, comme tu disais, dans les 1-2, dans les centres avec les têtes là. Je me souviens, Bergkamp, il mettait des têtes de ouf. Kluivert, il mettait des têtes de ouf. Je me souviens tout avec les. Et donc moi, j'avais encore la tête à ça. Et à un moment donné, je fais un petit tour dans la grande salle parce que c'était on va dire l'événement principal. Ça restait le premier tournoi donc de Pro Evolution Soccer. Et je vois un mec avec un maillot du Milan AC, qui est maintenant face à moi. Je découvre un mec, tout calme, tout posé, et je vois, il joue contre un autre gars, et le gars, boum, carton rouge. Ça fait que le gars, il arrive, il est à 10. Et là, je vois le mec avec le Milan AC, un jeu d'échecs. Il arrive, bam, ta construction, 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts. Et moi, je regarde, je dis, est-ce que tu te souviens, Noam, de ce match-là? Tout de suite, j'ai dit, mais c'est un truc de ouf. Ça y est, là, on est vraiment dans le high level.
On sort de la cité, nous, pour nous, on est super fort, tu vois. On fait partie des meilleurs joueurs de notre quartier. On se dit, bon, voilà, on va tester nos skills. Et là, tu vois un mec, il a le Milan, je te dis, il arrive, il met 5-6-0. Et moi, j'avais jamais. À PES, tu vois, c'était compliqué de marquer au départ. Hein. C'était parce que tu n'avais pas encore la dextérité, l'habitude et tout, parce que tu étais encore dans tes compétences de jouer à ISS Pro Evolution. Donc, les 1-2, les trucs. Et là, c'était plus du tout la même chose, en fait, sur le premier Pro Evolution Soccer. Alors, des souvenirs, j'ai des vagues souvenirs hein, du tournoi de PES dont tu me parles là. Je sais plus d'ailleurs si j'avais gagné ce tournoi. Tu l'avais gagné. Ah, je l'avais gagné. Ah, tu l'avais gagné, frère. Et le mec, il l'a pris très très cher. Je pense qu'il s'en souvient encore, le mec qui s'était pris 6-0. Toi, tu sais pas en fait que t'as face à toi le meilleur joueur. Enfin, le gars en tout cas qui va gagner le tournoi. Tu te dis, ouais, c'est un des mecs de la team. Tu te dis, je suis au Japon en fait là. Tu vois, t'as que des top players en fait. Ça fait flipper, tu vois. Et tu fais style, tu regardes, tu connais, tu fais style, t'es pas impressionné en fait dans ta tête, t'es en sens. Ouais, carrément. Tu regardes, tu fais style, ouais, voilà, vite fait, il est pourri l'autre avec qui tu joues, frère. Mais en fait, au fond de toi, tu transpires, tu dis, ouais, heureusement, c'est pas WAM, tu vois. Franchement, je te cache pas, la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, à Pro Evolution Soccer, le 1, déjà, j'ai joué au ISS 1 et 2. Bien sûr, ouais. Que tu nous as montré là. Et j'étais pas mal hein, déjà à ces jeux-là. Mais je l'ai trouvé encore un peu. En fait, moi, j'étais pas adepte comme moi, je faisais du foot en club. D'accord. Donc, j'aimais le côté. J'ai même rapproché le plus possible en fait du foot réel. D'accord. C'est pour ça que je jouais à ces jeux-là. Et le PES 1, enfin le Pro Evolution Soccer, quand il est sorti, et j'avais joué, je me rappelle, en avance à la bêta. Ah, monsieur, il avait déjà ses réseaux chez Sibas. On est en 2002, hein, faut s'en rappeler quand même. Hein. Encore année de Coupe du Monde, encore une fois. C'est ça. Et j'avais joué à ce jeu-là et j'étais avec mon pote Yous, petite dédicace à Yous. Hein. Voilà, grand respect. Pareil, hein, je vous ai vu plusieurs fois dans les tournois. C'était Mark Landers et Danny Melo, t'as vu. Et Danny Melo, fallait pas le sous-estimer aussi. Il avait des grosses skills aussi, lui. On lui fait une grosse bise. Et donc, quand j'avais joué la première fois à ce jeu-là, j'ai dit à mon pote, tu vas voir à ce jeu-là, je vais être très très fort. Je te promets, hein, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, tu vas voir à ce jeu-là, je vais être très très fort. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé tout de suite tout ce qu'on retrouvait dans le foot. Il était tellement réaliste, tellement dur en fait. Et c'était difficile à marquer, quoi. Ah, il était vraiment dur. Il fallait être très méthodique. Voilà. Et il fallait construire intelligemment, de manière méthodique et tout, être posé, pas faire le bourrin de vas-y, passe, tac, tac, truc, triangle. Ça, c'est mort, ça. Tu sais, ce côté dynamique, gauche-droite, tu vois, tu passes d'un terrain à un autre. Là, c'était vraiment posément et c'était, on va dire, peut-être le premier Pro Evolution Soccer où tu avais vraiment cette dimension simulation qui était poussée à un autre niveau, en fait. Ah, mais elle était poussée au maximum. Moi, j'ai jamais retrouvé cette simulation dans tous les autres carrément. PES. Ah ouais, non. C'était pour moi c'était le PES le plus simulation de tous les PES. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Et en plus, je prenais tout le temps Manchester United en club. Hein. Ah, avec Revon ou Veron ou... Ouais, il y avait Veron, Beckham. Enfin, il y avait la totale, hein, Manchester. Moi, je vais dire franchement, sincèrement, j'ai pas accroché sur cette première monture parce que j'étais pas prêt. Le 1 Le 1. Parce que moi, encore une fois, je fais partie de ces mecs-là qui kiffent et tout le côté arcade. Et celui-là, en fait, je l'ai apprécié longtemps après. Quand je dis longtemps, c'est genre 6 mois après. Avant 6 mois, c'était 2 ans. Ouais, carrément. Et j'ai commencé à me dire, ah ouais, en fait, franchement, le jeu. Mais il a fallu que je m'acclimate. Il a fallu que je m'adapte. Et j'ai pas eu comme toi tout de suite et tout, cette façon de se dire, ah, c'est lourd, en fait, le côté simulation. Moi, j'étais encore dans ma tête, encore perturbé par les frappes de Batistuta de 30 mètres. Je voulais le côté spectaculaire, tu vois. Mais après, quand tu as un peu plus de maturité, c'est là où tu te rends compte que c'était vraiment un jeu qui était hyper innovant. Parce que voilà, encore une fois, FIFA, je sais même pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Et là, Pro Evolution Soccer, c'était vraiment le game changer numéro 2. C'est une énorme claque. Sur cette version, toi, KRS, tu l'as pratiqué aussi? On y jouait. Et en fait, ce qu'on trouvait, ouais. même c'était Shevchenko, le joueur. C'était Shevchenko. Et qui est Shevchirk, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Ah oui, j'ai avant Thierry Henry, il existait. Oui, voilà, c'est ça. Il existait une autre entité. Et justement, moi, c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans cette identification et tout, c'est qu'en fait, à chaque jeu a une période donnée. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, on sait que Shevchenko, c'était l'homme de la situation. Il avait eu un ballon d'or, je crois, pas longtemps après. Il est le ballon d'or, exactement. Ouais. Mais à cette époque-là, le jeu était lent, mais Shevchenko était rapide. Il était plus rapide que tout le monde et tu prenais Sheva. En fait, tu prenais pas une équipe, tu prenais Sheva, en fait. Et ouais, non, moi j'ai aimé le jeu. Effectivement, ce qu'il y a, c'est que nous, en fait, on était partis des anciens jeux sur PS1 où les joueurs couraient super vite, tout ça.
et qui était donc, comme on l'a dit, encore dans une thématique d'arcade, hein, enfin par rapport à ça. Et en fait, le fait que le jeu était ralenti, ça nous avait un peu foutu un coup. Et en fait, on n'avait pas ressenti comme Noam en fait les choses par rapport à la simulation. On voulait des choses qui allaient vite. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, on voulait c'est ça en fait. Même, je me rappelle de l'époque, bon, c'était pas exactement cette année-là, mais on mettait la caméra, nous, très proche. Oui, On c'est mettait la vrai. caméra proche C'est parce vrai. que la caméra proche donnait une impression de rapidité. Quand tu mettais plus loin, je me rappelle quand on allait jouer avec d'autres personnes, on voyait les gens jouer avec la... Caméra longue, ouais, on se disait pourquoi ils font ça et tout. Ouais, ça ralentissait le jeu, mais voilà, le jeu d'échecs était posé, on voyait plein de joueurs. T'avais une vue d'ensemble et Voilà. t'avais aussi toute cette palette en fait de possibilités entre les passes courtes, les passes longues, passes en profondeur, l'inertie aussi de la balle, la manière dont les joueurs se déplacent et l'importance du dosage aussi du ballon. Justement, quand tu faisais triangle, parce qu'il faut dire la vérité, sur ISS Pro Evolution, tu faisais un triangle presque au milieu de terrain, Elle passe à chaque fois. elle passait. Dans Pro Evolution Soccer, Là, tu c'était différent. passes Ouais. en profondeur, elle est tout de suite interceptée, hein. Mais par la suite, on s'est habitué et on est passé après sur. D'ailleurs, juste pour terminer sur cet épisode-là, il y avait quand même 54 équipes nationales et 32 clubs. Je sais même pas si les prochains PES, ils avaient eu 54 équipes nationales. Bonne question. Je crois pas, personnellement. C'était 54 équipes. Il y a tout le monde en fait. Tu fais des Slovanie-Iran, c'est normal, tu vois. Si dans ta tête, tu fais un Pays-Bas-Brésil. Énorme, énorme. Donc, on passe à la Révolution. Après, tu as eu PES 2. Bon, je sais pas si vous avez quelques mots à dire sur PES 2. Je me souviens plus exactement c'était quoi sa particularité à PES2 parce que Ah, moi, je m'en souviens très bien. Moi, je me souviens très bien de PES2. Qu'est-ce qui t'a marqué davantage Moi, j'ai pris une gifle à PES2 parce qu'en fait, D'accord. je pense que ça a été le tournant des PES, c'est le PES2. Parce qu'en fait, ils avaient pris une tournure simulation avec le PES1. Et sur le PES2, on est passé à un côté complètement arcade qui n'avait rien à voir avec le PES. Juste pour une petite anecdote, quand j'ai été au championnat d'Europe, l'année où j'ai été champion de France, j'ai été qualifié donc pour faire le championnat d'Europe la même année en Suisse. J'étais censé jouer sur PES1 puisque j'étais champion sur PES1. Bah oui, c'est logique. Et ben, ils nous ont fait un coup de Trafalgar. Ils nous ont obligés à faire le championnat d'Europe sur la bêta de PES2. Non. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai été choqué parce que déjà, j'avais aucun repère. Et ils nous ont laissé quoi? Juste la veille, on avait une petite salle d'entraînement où on devait découvrir le jeu pour pouvoir après faire le tournoi dessus. Et quand j'ai joué la première fois à PES2, je me suis dit dans ma tête, mais ça y est, je vais jamais rien faire. Je ne gagnerai jamais parce qu'il était vraiment complètement différent. Il était beaucoup plus arcade. Les joueurs glissaient plus sur le terrain. L'avantage que j'avais, moi, sur PES1, c'est que j'étais serein. Ça veut dire que j'étais tellement bon défensivement et offensivement que les adversaires, je les laissais quasiment pas marquer un but. J'étais serein. Et à PES2, c'était tout le contraire. Pas serein du tout. Et je sais même pas comment. J'ai quand même gagné le championnat d'Europe, mais sur un jeu où j'étais pas bon, au final, que je maîtrisais pas. Et d'ailleurs, pour prouver que j'étais pas bon, la saison qui a suivi sur PES2 et tous les tournois que j'ai fait, je me faisais taper à chaque fois, quoi. Non, j'étais vraiment pas bon. D'ailleurs, c'est l'année où il y a pas mal de joueurs qui ont éclos, comme Drudy, comme Harry et tout On va ça. on va en parler de tous ces joueurs. Moi, PES2, ouais, j'ai pas énormément de choses à ajouter. Le vrai choc, le vrai traumatisme, c'est la pochette avec l'arbitre. Ah, t'as vu ça. Colina, ah oui. Là, on passe à PES 3, Pro Evolution Soccer 3, en 2003. Et là, pour moi, je le dis tout le temps, hein, mais c'est vraiment le début de la vraie légende. D'ailleurs, le slogan, c'est The season starts here, tu vois. La saison commence ici. Là, tu as une refonte complète du moteur graphique. Et c'est incroyable. Et tu as la présence de l'arbitre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible que tu fasses un jeu et c'est l'arbitre, en fait, la star? C'est clair que non. Inimaginable. Le charisme du personnage. Et pourtant, on avait des joueurs de fou à cette époque-là, hein. Bah, carrément. Et là, ils ont choisi, déjà, pour montrer à chaque fois les prises de risque, tu vois, l'innovation à chaque fois que les concepteurs du jeu, ils apportent, avec notamment Sibas. Nous, les gars se disent, mais qui on va mettre cette année? Mais on va mettre Colina. Parce que maintenant, il y a l'arbitre qui est présent sur le terrain, donc ça va être lui. Et qui est l'arbitre le plus emblématique de cette époque-là? C'est Pierluigi. Et cette pochette-là, elle est dans la légende, hein. Elle est légendaire. Tu avais vraiment déjà une amélioration dans la ressemblance en fait, des persos, qui était encore davantage poussée. C'est-à-dire, même tu vois PES 3, pour moi, voilà, même je revois PES 5, je vois que c'est plus détaillé, mais
tout était déjà là en fait. Ils avaient déjà la base réelle. Après, c'était vraiment des améliorations dans plusieurs secteurs justement du jeu. PES 3, voilà, c'est le vrai plaisir. J'ai un doute, mais je crois que c'est au 3 qu'on avait la course intermédiaire. À la base, on avait une course classique où on pousse le ballon, mais là, tu avais une course où tu avais encore un peu le contrôle du ballon. Et ça, c'était fort, ça, parce que je me disais, ils se sont dit dans leur tête, ouais, mais là, quand on pousse le ballon, c'est trop. Alors, parce qu'en fait, faut pas sous-estimer qu'en fait, au final, on avait plein de courses différentes. Parce qu'on avait celle où on pouvait appuyer 2 fois sur la flèche, où il poussait très loin son ballon. Il y avait la course classique, il y avait la course intermédiaire. Et ça, c'est la course Riki Kaka. C'est ça, c'est la course où en fait le ballon il est collé dans le pied. PES, ils ont rapporté énormément d'innovations qu'on n'a jamais eues chez les autres en fait. Chez son principal concurrent surtout en l'occurrence. Mais voilà quoi, les courses, l'arbitre, la petite feinte qu'ils ont rajoutée dans le 3 en l'occurrence quand on pouvait faire perpendiculaire R2 et puis après on faisait arrière, donc ils faisaient des petites roulettes en arrière comme ça. La règle de l'avantage qui avait été améliorée. Exact. Au début, c'était limite buggé parce qu'en fait, des fois, on rageait sur l'avantage parce qu'il ne nous donnait pas forcément l'avantage. Bon, là, on va passer maintenant au PES 2005. T'as zappé le 4? Ah, il y a un problème, je crois que. Bah, je sais pas si vous avez quelque chose, et peut-être une anecdote, t'as raison. Le 4, il était vraiment mortel aussi. Hein. Moi, ce que je me souviens, c'est la jaquette. Totti et Henry. Tu me diras, c'est vrai que tous les ans, tant que PES il sortait, c'était tellement un choc émotionnel. Mais PES 2005, C'était quelque chose aussi. Et ce qu'on avait remarqué aussi dans la communauté PES, c'est que tous les PES impairs, ils étaient bons. Mm-hmm. Et les pairs, ils étaient mauvais. C'est vrai, hein? Et le PES 2 était mauvais, il était trop arcade. Le PES 4 aussi était très mauvais, il était arcade. Par contre, le 3 et le 5, c'était quasiment les meilleurs PES, avec le 1, bien sûr. mais pas le 7. Hein. Non, et je crois qu'à partir du 6, après, ils étaient tous quasiment pareils. Il n'y a pas de 7, c'est le 2008. Ouais, c'est 2008, ouais. Mais le 3 et le 5, pour moi, ouais, c'était... PES 2005, donc jeu impair, plus abouti, apparition du monde online. Et ouais, des PES 2005. Attention, hein, le mode online bien... Il faut jouer avec ton voisin, en fait. Sinon. Tu joues avec un mec qui habite à 20 km de chez Watt, les ralentissements, les lags de malade, c'est lag Evolution Soccer, hein, je te dis franchement. Et ils ont élagué le jardin. Ah, ils ont élagué le truc. Il y avait toute une communauté qui était au courant. Comme tu parlais tout à l'heure des bêtas, des versions bêta, il y avait ceux qui regardaient les Winning Eleven et qui savaient leurs différences techniques et tout. Est-ce que toi, tu faisais partie de ces gens-là qui avaient des jeux gravés et qui avaient accès justement au Winning Eleven? Parce que faut se rappeler que la chronologie n'était pas la même. Nous, on avait PES 5 et c'était l'équivalent de Winning Eleven 8 ou 9. Franchement, je me souviens plus trop. Ça vous dit quelque chose, ça? Et du coup, tu pouvais savoir et tu regardais. Et puis là, ça y est, Internet était déjà bien lancé. Après, on avait les jeux patchés. Je voulais en parler. Ça aussi, il y avait une communauté. Mais ça existe encore. Hein. Sur PES, ça existe encore, le patch. Les Ouais. patchs, on peut expliquer ce que c'était exactement. Donc, c'était le fait de changer les noms des joueurs. Déjà, en premier lieu, les maillots, pour mettre les mains, les ballons, avec les ballons Umbro et tout, les crampons, Adidas, c'était incroyable. On rentrait dans la matrice. On rentrait dans la matrice et on rentrait aussi dans la voix des supporters. Parce que tu pouvais changer les chants. Aussi, je crois. T'es arrivé à la Bombonera, c'était un autre délire. Au Brésil, c'était un truc de foot. L'engouement de ce jeu, c'était incroyable, quoi. Il y a des gens qui ont acheté la PlayStation 2 qui n'ont jamais mis aucun autre jeu que PES. C'est vrai. Le bien culturel français le plus acheté. C'est devant les livres, devant les DVD, devant tout ce que tu veux, en fait. Même si t'aimais pas le foot, tu savais en fait que t'allais prendre du plaisir avec ce jeu. Et pour certaines personnes, il y a débat entre PES 5 et PES 6. Il y en a qui te disent que PES 5 c'est le meilleur, d'autres qui vont dire que c'est PES 6. Je sais pas, toi, tu as une préférence, Noam? PES 5. Et toi, Karès? Je pense au 6. Et ce qu'on notait aussi dans cette version, donc PES 5, PES 6, les arbitres au comportement différent. On n'en a pas parlé de ça. C'est vrai, ça. Il y en avait qui étaient plus... Ouais, sévère. D'autres qui étaient beaucoup plus souples. D'autres, tu faisais un tac, c'était carton rouge direct. C'était des tacles à la gorge. Ça passait normal, t'avais rien. Et vraiment en fonction des arbitres. Donc ça aussi, c'était super fort de pouvoir donner une identité. Et cette fameuse aussi musique techno-japonaise, quand tu faisais la préparation de ton équipe. Ça, on a tous été bercés par ces musiques-là. Ça faisait monter l'adrénaline hein, quand on faisait la composition. On se rappelle des mecs qui duraient des heures à faire leur stratégie. J'en fais partie, j'avoue. Et aussi, un élément dont on a parlé tout à l'heure sur ISS, la vitalité des joueurs.
qui arrivent dès les flèches, elles arrivent dès le premier PES. Et ça change aussi énormément de choses. Les flèches grises, les flèches rouges, tout ça, ça aussi, ça mettait une pression supplémentaire quand tu jouais. D'ailleurs, il me semble qu'en tournoi, je crois qu'il y avait un critère comme ça où c'était flèche verte, parce que sinon, en fonction du mec qui a un attaquant qui est super fort et comme par hasard, il est gris, il est désavantagé forcément. Donc là, tu confirmes Noam que c'était flèche verte pour tout le monde. Généralement, la plupart des tournois, c'était obligation de flèche verte. Après, bon, la PES League qui est arrivée, je crois, à partir de PES 2, il me semble. Ça aussi, ça a amené un engouement incroyable. Je me souviens, il y avait des événements où tu avais 192 joueurs. Le site, des fois, il était pris d'assaut. Au bout de quelques heures, tu n'avais plus de place. Tu n'avais plus de tickets. Des tournois il y avait, je crois, que le plus grand tournoi, c'était 384, il me semble. Waouh. 384 joueurs avec les finales au Stade de France. C'était une période avec un engouement sans précédent. Et forcément, ça a amené une émulsion parce que nous, on voit beaucoup Paris, mais en vérité, ça a été pareil à Bordeaux, à Nice, à Strasbourg, d'où l'importance de la PES League avec les différentes dates, les différentes destinations. Tu avais aussi des joueurs en Suisse, en Allemagne, tu avais une communauté en Belgique. En Angleterre aussi. En Angleterre, ouais. Et tu avais le fameux classement national. Tu arrives 5e sur tel tournoi, tu arrives 4e, après tu as un espèce de ratio et ça te crée ton classement national. Ouais, il y avait des tournois qui étaient plus cotés que d'autres en fait. Un coefficient. C'est comme l'ATP en fait. Roland Garros, tu as différents tournois et ça te permettait de gagner des points dans les classements. Donc moi, je me souviens, Drudy, il avait pris vraiment une autre dimension parce qu'il était champion sur PES, je crois, PES4. PES4, il était au-dessus de tout le monde. Ouais. Et je me souviens, le mec, je lui fais une grosse bise aussi parce que voilà, on échange quelques fois sur Facebook. Je me souviens, dans le jeu, il y avait le fascicule où tu le voyais en fait. Ouais. C'était quand même une dinguerie ça. Il avait même fait des pubs, je crois. Ouais, pour PES, il avait fait une pub aussi. Il y avait Harry aussi, un très très bon gars. Il y avait pas mal de monde. Hein. On a parlé tout à l'heure de Guy. Ça a permis aussi de créer des amitiés. Parce que moi, voilà, un gars, je lui fais une énorme bise. Une de mes plus belles rencontres dans PES, c'était Highlander, qui était venu chez moi. On avait fait un tournoi. Toi, Noam, bien sûr. Mais j'avais Pixie aussi, qui était un très bon pote. Vraiment, ça a permis en fait de créer des amitiés, une cohésion en fonction. Il y avait pas. Ça a créé aussi de la haine, hein, je pense. Ça a créé de l'inimité. Mais en tout cas, voilà, moi, j'avais kiffé. Et il y avait aussi un mec qui s'appelait Jean. Ouais, il y a Cyril, Jean, qui était très fort à PES 3 aussi. Jean, il faisait partie de ma team. On avait créé une team qui s'appelait la BIM Team. Pour l'anecdote, BIM. Parce qu'en fait, quand on marquait un but, on envoyait et bim. On va parler des gimmicks parce que nous aussi, on en avait. C'est le mot qu'on plaisir, t'as vu. Un bimos. Nous, on avait des gimmicks. C'est l'occasion d'en parler. Moi, je me souviens, un des premiers tournois que j'ai fait, il y avait un mec, justement, pour énerver un peu l'adversaire. Et je pense qu'il le faisait aussi naturellement entre ses potes. Il marquait, il faisait Shevchenko comme ça. Et je voyais l'autre, il était rouge, il avait envie de le défoncer. Je me suis dit, ça va partir en embrouille et tout. Et l'autre, Shevchenko. Et nous, on avait aussi ces trucs-là, tu vois, on avait nos phrases. Là, t'avais un mec, il était spécialiste dans le Thierry Henry show. T'as vu, c'était Thierry Henry le fou. Thierry Henry, le fou du roi. Il y avait Pablo. Moi, je prenais l'Argentine, c'était Pablo. Picasso. Pablo. Picasso. Ah, si. Claudio. Ouais, il y avait Claudio pour Claudio Lopez. Il y avait les poèmes de Michel, je sais plus pourquoi on disait ça. Parce qu'il y avait une chanson, c'est dans les poèmes de Michel. Ouais, je la connais. 4-1, c'était un 4-1. Alors on disait, ouais, c'est un poème. Alors c'était les poèmes de Michel, là, je les laisse. Donc le mec, dès qu'il y avait 4-1, il se disait dans. Il dit, voilà, il chantait parce que c'était les poèmes, un 4-1 et tout. Il y a un truc qui m'énervait que lui, il faisait, c'est qu'il laissait les replays pendant trop longtemps. Il revenait en arrière et tout. T'as la rage. Et toi, tu veux réagir au but et tout. Et le mec, il est là. Il fait durer le plaisir et tout. Ah là là. Ouais. Une transpiration jusqu'aux orteils. C'est pour ça que je te dis, il y avait aussi beaucoup d'inimité. Il y a beaucoup d'amitiés qui se sont aussi brisées parce qu'à un moment donné, voilà, quoi, tu vois, t'avais ce côté-là où après, tu t'en faisais des caisses. Mais c'est parce que on jouait des nuits entières. Nous, on jouait dans des loges de gardiens avec un pote. Dans des loges de gardiens. On faisait des tournois de 32 joueurs chez un pote, chez Gérard. Avec 8 télé, hein. Moi, je me souviens d'un truc où à cette époque-là, je faisais du télémarketing. Un taf, voilà, rébarbatif, fatigant. Tu sais, tu te prends des clients qui sont vénères toute la journée. Tu rentres chez toi, t'es crevé, t'as mal à la tête. Et je me souviens, c'était le week-end. Tu savais que t'allais avoir ton tournoi et tu recevais un texto de confirmation. Rendez-vous tag pour le tournoi 32 joueurs. Tous les clients, je les recevais comme des rois au téléphone après bonjour. Parce que je savais que le soir même, j'allais passer une super soirée avec des potes. Tu vois, plein de kiff, plein de fun, plein d'adrénaline,
plein de surprises, en fait, comme un vrai championnat. Parce que tu sais pas exactement ce qui peut advenir, qui va gagner, tout ça. Et c'était quelque chose, c'était une sensation sans précédent, en fait, que j'ai plus jamais connue. Et plein de joueurs aussi, aujourd'hui, tu vois, cette sensation, ils n'ont plus, quoi. En fait, cette passion, la passion de PES, c'est ça, hein, elle a enjolivé nos vies à ce moment-là. Tu le retires, c'est pas pareil. En fait, là, comme tu avais de la compétition, tu avais de l'adrénaline, etc. Bah, quand tu joues à PES, tu savais que tu allais prendre du kiff, tu allais te décompresser, tu allais passer un bon ou un mauvais moment. Ça dépendait, c'était ce côté-là. C'est justement ce qui est bon. Si tu passes pas l'épaule dans les corners, c'était surtout ça. En guise de transition, quelquefois, tu avais le jeu, il était un peu cheaté, dans le sens où tu avais les défenses qui s'écartaient pour rien. On l'a tous connu, ça, les scripts. Toi, est-ce que tu as une anecdote de tournoi, par exemple, Noam, qui t'a marqué, ou un truc, ou une finale que tu as perdue, ou une demi-finale? Ouh là là, j'ai tellement ragé, moi. Je t'explique. Moi, tellement je rageais dans les matchs. Justement, en parlant d'Highlander, là, de Babacar, il organisait des tournois et à chaque fois que j'ai commencé à rager pendant le match, il disait à tout le monde, attention, périmètre de sécurité. Faites un périmètre de sécurité. C'est vrai que toi, tu es quelqu'un de hyper calme, posé et tout. Mais le jeu, c'est ça aussi. Ça me permet aussi ça révèle aussi un petit côté, une petite part d'ombre de nous. Parce que moi, je me souviens dans un tournoi qu'on avait fait ensemble, dans les poules, je t'avais battu dans les poules, une fois. Ah ouais? Et tu t'en rappelles pas, frère. Je savais très bien que t'allais pas t'en rappeler, mais moi, ça a marqué ma vie. Ouais, c'est ça le problème. C'est anecdotique pour lui. Sur quel PES, ça? C'était, je crois, ouais, c'était sur peut-être PES, je sais plus. Peut-être PES 4 ou PES 5, je m'en souviens plus trop. D'accord. Tu sais, il m'a battu, c'est pas possible. Mais tu m'as battu. Est-ce que ça peut être toi, ça, cette réaction que t'as? Ah, mais bien sûr, mais totalement, je l'assume. T'avais un petit côté un peu comme ça, où après, bon, avec moi, ça se passe super bien, mais c'est vrai que quand vous, entre top players et tout, t'avais quand même une certaine, il y avait quand même une tension à un moment donné, parce qu'il y avait une suprématie. Moi, je me souviens d'une anecdote avec Jérémy, avec Drody, qui m'est restée. C'est justement, on venait de finir un tournoi et moi j'étais à la station-service. Lui, il était avec ses potes, pareil, dans une autre gauve en train de mettre de l'essence. Et là, je discutais avec lui et tout. Et il me dit, ouais, là, on va partir. Alors, je sais plus trop si c'était à Nice, à Bordeaux, en tout cas, c'était dans le sud. Je fais, ah, vous êtes inscrit à la PS League? Il me dit, non, on y va pour les tirages au sort. Je me suis dit, quoi? Incroyable. Ouais, c'est incroyable. En fait, pour les auditeurs, en fait, le tirage au sort, c'est quoi? C'est qu'en gros, quand tu as un très gros tournoi de 192 joueurs, par exemple, je sais pas, ouais, 192 joueurs ou autre, forcément, tu as des gens, à un moment donné, en dernière minute, bah, ils ont des obligations, ils peuvent pas venir et tout ça. Et du coup, ça libère des places automatiquement. Du coup, sur, je sais pas, moi, sur un petit tournoi de moins de 100 joueurs, bah, tu vas peut-être avoir 10 ou 8, tu sais pas en réalité, de places libérées. Et à ce moment-là, les joueurs qui sont sur place, ils s'inscrivent dans une espèce de liste d'attente. Et là, tu as un tirage au sort qui se fait. Et j'étais revenu vers lui un jour et j'ai dit, ouais, tout, comment ça s'est passé? Il m'a dit, ouais, on avait été tiré au sort. C'est-à-dire, la passion, elle était tellement forte que les mecs, ils pouvaient faire 400, 500 bornes sans même être sûr de jouer. Être sûr d'être pris, ouais, c'est incroyable. Et ça m'avait marqué, tu vois, à cette époque-là. C'est le cas de le dire. Pour rebondir un peu là-dessus, t'as pas vraiment une anecdote à un moment donné, tu t'es revenu d'un match où tu te dis, ouais, tu perdais 2-3-0 et t'es revenu, ou je sais pas, tu vois, quelque chose de très impactant. C'était un tournoi, je crois, c'était dans le Nord. Il était connu, hein. C'était un gros tournoi. J'étais arrivé en demi-finale. C'est sur PES 3, je crois. D'accord. Assez serré, je crois que je jouais un gros joueur, je me rappelle plus de qui. Et je perdais 1-0. Et j'ai poussé pour revenir. J'ai finalement égalisé. D'accord? J'égalise, je crois, pas longtemps avant la fin du match. J'ai un corner pour moi. C'était les arrêts de jeu, hein. Et je tire le corner. J'étais pas très fort en corner, donc j'ai tiré comme ça. Je me suis dit, on sait jamais. Je tire le corner. Et là, je vois qui? Moi, je prenais le Milan AC à l'époque, sur PES 3. Voilà. Et j'avais Dida au goal. Et je me rappelle comme si c'était hier. C'est incroyable. Je me rappelle que là, je vois la balle, elle arrive et je vois Dida. Je vois mon gardien. Je le vois dans la surface. J'ai dit, mais c'est qui ça? C'est pas possible. Je le vois, il saute, il met la tête et il marque. Et je marque. Je gagne 2-1 comme ça dans les arrêts de jeu. Ah, mais lourd. Et c'est Dida qui était monté. Même dans ISS Deluxe, le mode scénario n'aurait pas été aussi coté. C'est incroyable ce match. Ah ouais, c'est Un truc qu'on ferait normal dans la vraie vie. L'IA a pris l'initiative de faire monter le gardien et c'est lui qui marque. Et c'est pour ça qu'on a encore un autre pote à chaque PES qui sortait. Nous, il fallait se réadapter au jeu. Au début, tu n'arrivais plus trop à marquer au début. Et lui, il disait, c'est normal, c'est la réalité. C'est un vrai jeu. Il nous faisait toujours la même phrase. Bah oui, c'est la réalité, c'est normal. Donc, il fallait se réadapter. Et nous aussi, on avait notre champion.
On avait un mec qui s'appelle Steph. Pareil aussi, je l'embrasse, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Et lui, c'était vraiment un tueur, un phénomène. Pareil aussi, calme, posé. Il arrivait à garder la balle dans la surface de réparation adverse. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment il faisait. Une facilité. Il jouait avec des Hambourg, C'est ça. des équipes vraiment de bas de tableau. Il arrivait à tenir sur des Juventus, des trucs. Il avait une facilité déconcertante. Et un jour, moi, forcément, je me suis dit, il faut que je le mette à l'épreuve. Donc, j'ai réussi à le faire participer à un tournoi. Il y avait un tournoi sur Paris. Bon, c'était pas un tournoi comme la PES League, c'était de moindre ampleur. C'était un dimanche. Et lui, vas-y, on l'a traîné. Il voulait pas venir. Il était fatigué. Il dit, ouais, tu sais, le samedi soir, il dit, ouais, je viens. Et dimanche, quand tu l'appelles à 10h, il dit, vas-y, c'est bon, là, chez moi. Et j'avais réussi quand même. On avait réussi avec du retard à le prendre avec nous. Donc, il était dernier arrivé. Et il est dernier parti parce qu'il a gagné, tout simplement. Et un jour, je l'ai ramené après dans une PES League. Je lui ai dit, il faut vraiment que je vois ce qu'il vaut. Et je me souviens très bien d'un match. Pareil, il y avait un partout. Et je ne sais plus quel club il prenait. Et coup franc, dans les arrêts de jeu. Et un coup franc de, je sais pas, un truc 40 mètres. Et nous, on savait que les coups francs, c'était sa spécialité. Parce que, écoute bien, Noam, ce que je vais te dire, et c'est réel, il faisait, écoute bien, des 8 heures d'entraînement de coups francs. Oh, il était motivé, lui. Hein. Il tentait même les coups francs en dessous sous le mur et tout. Non, mais c'était abusé. Ah ouais, je me rappelle de ça en dessous de mur. Ouais. T'as joué à PES, t'as fait des Big Masters. Il a dit non. Je me suis mode training, coup franc, 8 heures. Tu vois, ton cerveau, c'est comme un geste technique que tu répètes à l'entraînement en centre de formation. Et du coup, moi, je regardais tout dans le suspense. Et le gars à côté de lui, il était bon. Hein. Je sais plus qui c'était. Il avait ses potes et tout. Et nous, on arrive, il lâche le dosage. Bam, pleine lucarne. Waouh, on gueule et tout. Mais c'était ça aussi, tu vois, ça fait partie vraiment des anecdotes qu'on a vraiment surkiffé et d'ailleurs, j'ai des photos en fait de cet événement et tout, tu vois, j'avais pris des photos déjà à l'époque, vieille qualité hein, avec les anciens téléphones. Après, c'est vrai que faut dire la vérité, en PES League, le niveau il était vraiment lourd parce qu'on a cité quelques joueurs, il y avait aussi un mec qui s'appelait Smaïn, Spank aussi. Hein. Ah, Spank, oui. Il arrivait après, mais il a été très très bon, ouais. Smaïn aussi d'ailleurs, que je salue. C'est ça, toi tu les connais tous. C'est important de citer ces joueurs-là, tu vois, je pense, parce que c'est vraiment ceux qui ont amené quelque chose en plus. Et c'était vraiment les top players de l'époque. Et c'était un peu les hommes à abattre, mais c'était compliqué, tu vois. Mais parce que voilà, t'avais toute une communauté comme ça de passionnés, comme tu dis, qui faisaient des teams. Hein. Ouais, il y avait des teams. Ouais. Dans la PES League, il y avait aussi des matchs 2 contre 2, des choses comme ça. En fait, il y avait des interclubs. Il y avait les interclubs. Voilà, des interclubs, ouais. C'était tellement important pour moi, les tournois. Ça avait tellement d'impact. En fait, j'arrivais pas à avoir du recul. C'est-à-dire, je me disais pas, vas-y, c'est un jeu tranquille, détends-toi, fais-toi plaisir. En fait, pour moi, j'avais tellement cette notion de compétition qui était importante. Je pense que c'est dû aussi à ma sensibilité que quand je jouais, en fait, j'arrivais, tant que le mec, en fait, tant que mon adversaire, il avait pas marqué, j'étais pas décontracté. T'as capté? C'est-à-dire que il fallait, en fait, que j'avais tellement peur qu'il marque. En fait, ça me stressait, ça me crispait. J'attendais qu'il marque. Dès qu'il marquait, je me relâchais et je développais mon jeu. Mais sauf que dans cette méthode-là, c'est comme si tu perdais toujours à -1. Tu commences le match à -1. Et quand tu joues sur un bon joueur, le mec, il t'en met 1, il va t'en mettre 2. Après, il faut rattraper 2 buts. Et ça, c'est plus compliqué. Mais il y a certains joueurs où je prenais le but. Après, j'allais mieux et je gagnais 2-1, 3-1. Mais j'avais ce truc-là. Et ça, c'était vraiment à une certaine époque. Voilà, quand t'es un peu plus jeune et tout, t'as du mal un peu à gérer ta pression, un truc comme ça. C'était tellement important. J'avais pas ce recul, en fait. Comme il a dit, en fait, on était tellement passionnés. Enfin, les top players, ils savent ce que c'est. Mais tu repartais avec des sacs, des goodies et tout. Mais tu sais, des trucs bien, tu vois, c'était pas des trucs à 2 €, tu vois. Et en fait, t'avais l'impression d'être. Et le mec, l'organisateur, il vient, il te serre la main et t'étais considéré. Et moi, j'étais là, je reprenais les sacs. Après, je me disais, mais t'imagines si tu peux être payé pour ça? Gagner de l'argent, être passionné. Aujourd'hui, t'as des champions, t'as l'e-sport qui est développé. Mais il y a 15 ans, c'était pas du tout la même chose. Et avant, c'était un doux rêve, en fait. Moi, j'étais là avec mes sacs et je me disais, mais t'imagines si tu peux gagner de la thune? C'est quelque chose d'énormissime, tu vois. D'ailleurs, il y a des top joueurs qui sont passés sur Game One et tout après par la suite dans les 2005-2006. On peut parler aussi rapidement de PES 6 avec l'équipe boostée, cheatée de l'Inter de Milan. Parce que ça, c'était pas une équipe. Apparemment, Sibas, il l'a dit clairement. Il a dit cette équipe-là, on l'a favorisée parce que je la surkiffais. Je sais pas si tu te souviens un peu de PES 6. Adriano, déjà, c'était Robocop, featuring Marvel, featuring Superman, featuring Thor, featuring Terminator. Il avait tous les aspects du monstre. Des fois, j'étais 2 sur lui. Il mettait un coup d'épaule. Ton joueur, il terminait en fait sur une civière, tu vois, tu le voyais plus, blessé. Même en défense, il était fort. Mais tu avais quand même une équipe, juste pour rappeler, Ibrahimovic, Recoba, Figo, Cambiasso, Stankovic, Vieira, Zanetti, Crespo, Cordoba et Adriano. Emre, peut-être en... Si, Emre était là. Et Emre aussi. Quelle équipe.
Toi, Noam, est-ce que tu avais des joueurs, ce que nous on appelait des joueurs cachés? Des joueurs cachés, c'est-à-dire? Cachés, c'est-à-dire des joueurs qui étaient super forts, mais qu'il fallait les connaître en fait pour les développer. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mis en avant automatiquement dans le jeu. En réalité, ils avaient des skills particulières. Genre, je sais pas moi, ça peut être en coup franc, ça peut être en vitesse, en rapidité, ça peut être au pied gauche, tu vois, bidextre. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient en fait une caractéristique qui n'était pas mise en avant par le jeu, mais à force de pratiquer, tu te rendais compte que tel ou tel joueur, en vérité, il était super fort. En fait, moi, j'avais pas de joueurs cachés, mais j'avais une équipe. En fait, moi, je jouais avec une équipe et j'étais quasiment le seul à jouer avec à PES 1. Et c'est comme si je gagnais quasiment tous mes tournois avec. C'était l'Angleterre. Il y a personne qui jouait avec l'Angleterre et Michael Owen. Ouais. Il y avait pas beaucoup de très bons joueurs. Il y avait juste Michael Owen, mais j'arrivais à. Il était grave chaud. Ouais. J'arrivais à marquer à chaque fois avec lui. Ouais. Je trouve que c'est une bonne transition parce que une chose que j'avais remarqué, c'est que le fait de. En fait, je sais pas si ça vous a fait ça. Bon, Jamel, toi, je sais que c'est ton cas. Mais en fait, PES, c'est un jeu en fait qui a fédéré beaucoup de gens en fait, d'une manière générale. Et en fait, en fonction de la smala que tu allais trouver, il allait te faire explorer le jeu d'une autre façon. Par exemple, à l'époque de PES 3, bon, on a commencé à jouer avec Steph, en l'occurrence celui dont tu parlais, qui a George Weah. voilà, George Weah, c'est son surnom. Parce que en fait, bah, t'as compris George Weah, mais en fait, parce que quand il parlait, il gueulait. Il avait une gorge, t'as vu? George Weah. Et on tapait des tournois, encore une fois, chez des mecs, je vais pas trop raconter, mais quand dans ta vie, t'as vu un mec avec une djellaba, avec des boulettes, je pense que plus rien ne pourra te choquer dans ta life. Quand t'as vécu des ambiances comme ça. Quand on a connu George Weah, ben, en même temps, on a appris à jouer avec des petites équipes. En fait, on savait que le jouer avec des grosses équipes, c'était le joueur qui nous sublimait et pas notre propre skill. Mais quand tu jouais, comme toi et moi, après derrière, on a commencé à jouer Betis Séville contre toi, tu jouais Villarreal. Parce que moi, au Betis Séville, il y avait Joaquin, il y avait un Brésilien qui était super fort en coup franc, là, je ne me rappelle plus son nom. Il y avait des joueurs super forts, mais qui, à l'époque, comme on jouait qu'avec l'équipe nationale, rappelle-toi, au tout début. On s'est amélioré même après dans notre jeu. Voilà, c'est ça. Parce que tu jouais avec des petites équipes, avec des petits skills, tu arrivais à faire quand même quelque chose, etc. Ça te permettait de développer ta singularité de jeu, en fait. Toi, Noam, tu avais une équipe de prédilection? En club, je parle. Manchester United. Ouais, moi aussi, je prenais Manchester, pareil. Ouais, carrément, ouais, je m'en rappelle très bien. À partir de PES6, on arrive sur la rupture de l'âge d'or, si je peux m'exprimer ainsi, sur l'arrivée en fait de la PS3, avec le premier PES, qui est clairement une grosse déception, parce qu'on l'attendait. Et au final, bah voilà, on se prend une claque inverse, j'ai envie de dire. Et là, bah, c'est le début de la fin, c'est le début du déclin. Même on le sent hein, dans ma voix que c'est plus la même, il n'a plus la même sensation. On va dire les versions ont commencé à s'enchaîner avec après ensuite l'arrivée de parce qu'on peut dire que sur PS3 concrètement aucun PES n'a jamais été réellement un succès. Aucun d'entre eux. Le premier PES donc de la entre guillemets ce qu'on appelait avant la console next gen donc la PS3 arrive en 2007. C'est une énorme déception, c'est une claque inverse. Voilà, le jeu en termes de gameplay, la transition elle n'est pas du tout réussie. Donc ça c'est vraiment une grosse claque. Et ça met clairement fin aussi au tournoi, parce qu'à l'époque, tout se faisait sur PS2, c'était très simple. Maintenant, le fait de réunir 94 joueurs ou 192 ou quelques, il faut au moins autant de consoles PS3. Donc, c'est plus du tout les mêmes budgets, c'est plus du tout la même organisation. C'est beaucoup plus compliqué à organiser. C'est la PS3, malheureusement, qui a un peu détruit cet élan. Il y a eu une version du PES 2008 sur PlayStation 2. Oui, c'est vrai. Mais celui-ci, bah, il n'a pas eu vraiment de succès parce qu'il n'y a plus de tournois, parce qu'après même les tournois se sont déroulés après beaucoup en fait en ligne. Et ça a été pour moi, enfin, c'est clairement le début de la fin en fait. Et deux choses qui ont été assassines pour le jeu, c'est la console next-gen et le mode online. Et que le jeu soit mauvais. Donc c'est trois choses. Mais le jeu était mauvais en soi, et surtout le fait que la console, la PS3 était la console de Sony qui était la plus difficile à programmer. Donc du coup, je sais pas si tu t'en souviens, mais le jeu avait il saccadait beaucoup en fait. C'est comme si la console n'était pas des problèmes de script forte. Ouais. Voilà. Et puis même il était on passait de 60 FPS à 25 FPS normalement comme si on avait un PC. On avait ce petit côté PC qui arrivait dans la PS3 qui faisait que bon, on n'était pas habitué à ça, on n'avait pas ces ralentissements, etc. Donc ça fait partie d'un des grands problèmes du jeu et
On n'a pas retrouvé ça, on n'a pas eu envie de repartir vers la compétition, vers la passion. Tout un élan en fait qui a été perdu avec l'arrivée de cette console. Et ensuite, les versions en fait de FIFA n'ont cessé de s'améliorer, à l'inverse des versions de PES. Et du coup, c'est là où on a assisté à quelque chose d'incroyable. On a commencé à progressivement assister à une hégémonie de FIFA, où là, les retours de joueurs, c'était FIFA, c'est mieux, parce que déjà, FIFA, il y a les licences, mais en plus, même en termes de gameplay, au début, tu avais des joueurs récalcitrants comme moi, des pros PES, mais à un moment donné, voilà, il fallait se rendre à l'évidence. PES avait perdu sa couronne. Tu as bien dit ça, c'est que je trouvais que c'était plus PES qui avait perdu sa couronne que FIFA qui lui avait récupéré, en fait. Il l'a prise par défaut, à mes yeux. C'est comme une ceinture de boxe, en fait. Exactement. Mais par contre, c'est vrai que par la suite, on a vu qu'ils ont vraiment su profiter de cette faiblesse de Konami. Et là, ils ont commencé à le rendre beaucoup plus... il était beaucoup moins arcade que ceux d'avant, tout ça. Il était beaucoup plus stratégique. Et de mémoire, en fait, je ne sais pas si tu pourras me confirmer, je crois qu'il y a eu des concepteurs de chez Konami qui sont partis ensuite bosser chez Electronic Arts. Si. C'est la trahison. Mais en parlant de trahison, je me rappelle qu'à l'époque, on avait même des amis à nous qui jouaient... En fait, vous savez que il y avait des pré-programmations des manettes à la FIFA à l'ancienne. Quand on jouait à PES, on pouvait utiliser le bouton rond pour tirer, alors qu'à la base, c'était le bouton carré. Et ben ensuite, c'est l'inverse qui s'est passé. FIFA a mis une pré-programmation de jeu. Pour récupérer les joueurs. Voilà, c'est ça qui était marrant. Ils ont récupéré les joueurs de PES, dire, vous pouvez venir chez nous, vous avez les mêmes boutons, c'est pas un souci. Et c'est vrai que par la suite, voilà, FIFA, les versions de FIFA n'ont cessé d'être meilleures. Et celle de PES, jusqu'à la vraie console next-gen, en l'occurrence la PS4, où là, il y a eu un sursaut d'orgueil, j'ai envie de dire, de la part des concepteurs de Konami, qui ont commencé vraiment à revoir le moteur graphique, mais aussi les différentes phases de jeu. Ils ont remis un petit peu au goût du jour à la sauce PES, un jeu, on va dire, meilleur à partir de la monture 2018. 2016 déjà. Ils commençaient déjà à remonter la pente, à retrouver un côté plus simulation. Je voyais des commentaires qui disaient PES est de retour et tout. Tu sentais qu'il y avait des gens qui voulaient un peu mettre cette sauce-là. Mais c'est vrai que quand les joueurs commençaient en fait à s'exprimer et disaient on va faire un FIFA au lieu d'un PES, ça n'existait pas en fait de dire ça. Avant, c'était normal de parler de PES comme on va faire un foot, on va jouer, on va jouer à PES. Un changement de génération. Et ça a flippé, en fait. Il y a eu un flip comme ça, un switch. Et on s'est retrouvé un petit peu sur le carreau. Alors, moi aussi, j'ai joué à FIFA. J'ai pris aussi du plaisir sur certaines versions. Mais pour moi, voilà, de toute façon, c'est clairement incomparable avec l'âge d'or de la PS2. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un retour de la franchise Pro Evolution Soccer. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, 2019. Depuis 2018, que vraiment, les retours qu'on a, c'est que en termes de contenu, FIFA reste toujours au-dessus, mais en termes de gameplay, PES est meilleur. Et en fait, on a donc une division entre les joueurs, ceux qui cherchent le gameplay et qui vont se tourner vers PES puisqu'ils vont trouver quelque chose de supérieur, même dans l'inertie de la balle. Graphiquement aussi, il a toujours été meilleur, hein, PES, voilà, la modélisation des personnages, tout ça. Et ceux qui aiment le contenu, ceux qui aiment pouvoir jouer solo, etc. Ceux qui sont attachés aux licences aussi. Et attachés aux licences, exactement. Ils restent sur FIFA. Et là, on a une vraie guerre. Et je pense que de toute façon, c'est une bonne chose pour le consommateur, parce que de toute façon, quand il y a une bonne concurrence, ça pousse les équipes à se dépasser. Alors que on avait un petit peu cette critique apportée comme quoi les jeux de foot étaient en fait des mises à jour de joueurs. C'était ça qui revenait souvent. C'est de bonne guerre que PES revienne dans la partie. On attend avec impatience le retour du roi. En effet. Pour faire une petite transition cinématographique. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On est sur, bien sûr, Deezer, Spotify, Apple Podcast, iTunes. N'hésitez pas à laisser aussi un commentaire. Merci à mes deux invités. Merci à Noam. Merci pour nous avoir reconnectés avec des émotions passées. Peut-être qu'on fera un autre épisode. On ne sait pas parce que voilà, ce jeu, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement eu de choses incroyables qui nous est arrivé à travers le temps. À très bientôt. Merci à tous. Et voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye. La bise. Salut. On arrête de jouer. Tu me fais tomber 6 000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain.
qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer mon copain. Qui que tu sois.